Allô. Ok, bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi 28 mai 2014. Je voudrais bien vouloir m'excuser pour mon retard. J'ai ajouté les vidéos, ça a bugué, j'ai eu des ralentissements et au-delà de ça, je me suis pris tard aujourd'hui. Voilà. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir, j'ai pas mal bossé, notamment hier, j'étais à Paris toute la journée pour réaliser du contenu, donc ça sortira prochainement. Ce soir, il y aura une nouvelle vidéo. Donc bah voilà, j'ai du retard et je m'en excuse, c'est pas correct, etc. Après, ceci dit, c'est pas parce que je fous rien. Donc voilà. Là, je vous demande si c'est OK au niveau du son et de l'image. Alors, je vais préciser que vous pouvez participer par plusieurs manières à cette émission. Via le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission ou via le chat audio Mumble, vous avez le lien en haut à droite du cas de diffusion de l'émission. Alors, le but de cette émission et le nom de cette émission, c'est Trader ensemble. L'idée est justement de partager nos points de vue, idées et prises de position. Aucun conseil d'investissement n'est prodigué dans le cadre de cette émission. Si vous choisissez de me suivre ou de suivre l'un des membres, cela incombe de votre responsabilité. Il faut une licence en France, la licence de CIF, conseiller en instruments financiers pour faire du conseil, que je n'ai pas. Donc les informations sont données à titre indicatif. Pour ma part, je gère un MAB, c'est-à-dire un compte mutualisé, qui s'élève à 101 783 euros. Sur ces 101 000 euros, il y a que 1233 euros qui sont à moi, le reste est à un client tierce pour lequel je fournis des signaux et donc je gère ce MAM qui veut dire Multi-Account Manager. Vous pouvez suivre le résultat de ce compte et sur tous les comptes et de mes autres comptes, donc un compte personnel FXM et un compte personnel chez JFD, en cliquant sur le lien, enfin en suivant les liens au-dessus du cas de diffusion, mes résultats. Voilà. Donc là on sera ensemble un peu une heure simplement cet après-midi, j'en suis désolé. Demain après-midi c'est férié, je serai pas là. Vendredi je serai là. Je serai faire une session complète vendredi. Donc bah, je suis désolé hein, pour ces derniers jours, même la semaine dernière c'était pas top top. J'essaie quand même de faire un live par jour le plus que je peux, mais voilà, j'ai du mal, c'est vrai à m'organiser. Alors, c'est bon, disait bébé, salut à tous, ok, merci bébé, bonjour Phil, salut Cédric. Si vous avez des positions, n'hésitez pas à l'indiquer. Donc moi je suis vendeur sur le dollar yen depuis la semaine dernière, hein. Mes positions datent quand même du 22, on est aujourd'hui le 28, hein, donc ça fait presque une semaine là, de position. C'est rare que je prenne une position depuis aussi longtemps. Pour ces positions à la vente sur le dollar yen, je suis faiblement exposé. Les marchés bougeaient pas trop, donc bah, j'ai laissé courir. Je fermais d'autres trades en même temps. Donc là, bah, on va aller voir déjà ce qui s'est fait cette semaine, qui est plutôt pas mal comme semaine. Actuellement, sur les 3 positions en cours, donc j'ai 3 lots à la vente. J'ai 107 euros de perte, qui représente 0,1% de perte par rapport au capital, donc pas de grosse perte pour le moment, ce jour. Donc voilà ce que donne le suivi de mon compte. Donc on voit que sur la semaine, j'ai clôturé 0,2% de profit, donc c'est une petite semaine, mais une semaine positive, avec 12,60 pips de profit et 200,33 € de gain et seulement 2 trades clôturés cette semaine. Donc là, la balance s'élève actuellement à 101 874 €, sachant que le plus haut atteint était 102 181 €. On s'en approche, le compte se porte bien pourvu que ça dure. Moi, je trade doucement. Et on verra comment cela avance. Voilà, 4,03% sur le mois de mai. Vendredi, ce sera le dernier jour de mai. Donc c'est important pour moi parce que comme je gère un compte mutualisé, c'est à la fin du mois que je suis payé, donc c'est par rapport à mes résultats. Je vais essayer de tout fermer vendredi pour repartir sur une semaine nouvelle et voilà, simplement. Donc ce sera intéressant à suivre. Alors on va regarder l'ensemble des graphiques ici. Donc en haut à gauche, on a l'euro-dollar en 5 minutes qui est sous une pression plutôt vendeuse. L'euro-yen en 5 minutes qui est sous une pression plutôt vendeuse. Le dollar-yen en 5 minutes qui est sous une pression plutôt vendeuse. Le CAB qui a beaucoup baissé qui est sous une pression plutôt vendeuse. Alors ça pourrait être intéressant d'en profiter. Bon là je suis déjà exposé donc je ne vais pas multiplier les choses. Sinon je suis vendeur des marchés actions. Ce jour ça baisse un peu et sinon ça a beaucoup monté. Je pensais que les élections européennes feraient bouger à la baisse les marchés actions, notamment le CAC 40. Ça n'a pas été le cas. Bon ben c'est comme ça, je l'ai joué et pour le moment je suis en position d'ailleurs sur le CAC.
On va voir ce que ça donne ensuite. Donc c'est dans ce contexte que je vais investir ce jour. Et que je vais partager avec vous mes idées et points de vue. Donc là, qu'est-ce que je vais faire par rapport à mes dollars yens? Étant donné qu'on est sous pression vendeuse, pour le moment je laisse courir. Je suis dans le sens de cette impulsion. Après on voit que cette impulsion elle a été forte dans un premier temps, que la correction a été significative et le client est revenu dans une zone qu'on distribue pas mal. Donc est-ce que c'était un faux signal et qu'on va retracer entièrement ce mouvement de baisse? Est-ce qu'au contraire c'était une première impulsion, un premier pas et que les vendeurs veulent vraiment reprendre en main ce marché? Je ne sais pas vraiment, le fait est que la tendance n'est pas très forte. Fais attention parce qu'on est dans une zone de support, on voit qu'à plusieurs reprises les acheteurs sont revenus ici. Voilà, moi j'ai pas beaucoup de pression, je laisse courir. Si on bascule sur des unités de temps plus longues, par exemple le H1, la dynamique de fond est plutôt vendeuse mais ça hésite beaucoup, donc j'ai pas de certitude. Vous voyez en haut mes stops, hein, si je suis en H1. Simplement les stops de protection, hein, si je dois sortir, théoriquement ce serait à la main, hein, pas sur mes stop loss. Les stop loss sont placés à titre de sécurité, si jamais il y a vraiment un élément incroyable, mais il ne devrait pas être utilisé. Mais qui disait je suis short CAC et short sur le dollar yen, très bien. Alors, dans les différentes salles de marché. Avant ça, je vais aller regarder au niveau des nouvelles, qu'est-ce qu'on attend. Alors, les nouvelles, il n'y a pas grand-chose hein, aujourd'hui, pas de nouvelles majeures, que des nouvelles importances moyennes, notamment par rapport à l'économie européenne ce matin, qui ont été mitigées, la plupart mauvaises, quelques-unes, enfin une bonne. Et pas de nouvelles importantes cet après-midi. Demain, donc c'est férié en France, en Suisse et en Allemagne, donc c'est quand même des membres. C'est pas de la folie, c'est pas comme quand les Américains sont pas là, ou comme lundi quand les Américains et les Anglais sont pas là, c'est moins important, mais c'est quand même important. France, Allemagne, Suisse, je sais pas quel poids ça a dans la finance mondiale, mais je dirais à vue d'œil peut-être 15%, 15-20% des échanges, ou en tout cas de l'importance, si on devait l'évaluer. Que je dirais, hein, peut-être 15% quand même, 20% ça fait beaucoup. 15%. L'Allemagne c'est quand même super important, donc voilà, je pense pas qu'il y aura de trucs super importants. Donc par rapport à l'Europe, ça c'est clair que il n'y aura pas grand chose, mais après du côté des États-Unis il peut se passer des choses quand même. L'après-midi, demain, il y aura des nouvelles à 14h30. Donc voilà, moi j'aurai mon téléphone, donc si j'ai des bonnes occasions, peut-être que je prends les positions avec une faible exposition. Mais voilà. Si je suis pas derrière mon écran ou dans des conditions de travail et de concentration adéquates, je prends pas de grosses positions, ça c'est certain. Vendredi, on terminera par une journée assez chargée en nouvelles moyennes. Une seule importante, mais par rapport à l'économie canadienne à 14h30. Donc ça va être une semaine assez calme au niveau des nouvelles macroéconomiques. Voilà ce que l'on peut dire. Burial disait Fab sur JFD, le TP minimum qu'on peut mettre sur JFD c'est combien? Je crois pas qu'il y ait de TP minimum, Burial. Pour avoir confirmation, tu peux demander soit sur le forum, soit au support de JFD, donc le chat en direct. Tu auras une réponse rapide. Sur le forum, moi je t'inviterais plutôt à le mettre sur le forum parce que ta question peut être posée aussi par d'autres personnes. Tu auras une réponse du support de JFD en français. Marc notamment il travaille, il y a une autre femme, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui travaille aussi et qui jette un coup d'œil régulièrement au forum, donc qui répondra à ta question rapidement. N'hésite pas à mettre tes questions. Phil qui disait graphique journalier en temps défini par les boîtes d'Andrews. On va regarder ça, merci Phil. Il s'agissait donc du pétrole britannique, je crois que c'est le Brent, c'est ça. Et donc on avait un triangle dans lequel on s'engouffrait, et qu'on pouvait repérer à long terme depuis 2008 et la très grosse chute qu'on avait eue après une très grosse hausse précédente en 2006-2007. On pourrait sortir de ce triangle à un moment donné, pour le moment on s'engouffre dedans. Et donc Phil qui nous partageait cette nouvelle alerte sur la fin d'un cycle, point d'achat optimum 103,70, stop sous 102,50. Est-ce qu'on pourrait pas dire l'inverse aussi Phil? Est-ce que tu penses toi que le pétrole va remonter forcément? Est-ce qu'on pourrait pas avoir une sortie par le bas de ce triangle? Short DAX un mois, c'est-à-dire Burial. C'est-à-dire que c'est un mois que tu l'as pris ou tu voulais dire autre chose? J'ai pas bien compris. Je suis short CAC et short sur le dollar yen, disait bébé, on est dans le même panier alors. Moi je suis short dollar yen dans le cadre de mon compte mutualisé, sur mon compte perso je suis short du CAC. Et par rapport à mon compte perso ça se passe pas très bien pour le moment. Phil qui laissait un lien, merci. Il s'agissait des cotes COT. Donc par rapport
au Brent justement, et on voyait au niveau des gros spéculateurs qu'on avait 83% d'acheteurs. Au niveau des achats commerciaux, on avait 36% d'acheteurs. Ah non, pardon, le 20 mai. Oui, pardon. Donc on avait 84% d'acheteurs pour les gros spéculateurs, 35% d'acheteurs pour les commerciaux, et on avait 55% d'acheteurs du côté des petits spéculateurs. Donc on a une majorité d'acheteurs. Donc j'ai un peu de mal à comprendre comment se fait le marché. Si on a des gros spéculateurs qui sont en majorité acheteurs, des petits spéculateurs qui sont en majorité acheteurs, même si c'est léger, et des commerciaux qui eux sont négatifs, ouais, c'est-à-dire que c'est les commerciaux qui fournissent l'ensemble du reste, si je comprends bien. Donc ce qu'on entend par commerciaux, c'est les mecs qui font vraiment du business avec cette matière première, pas des spéculateurs comme nous, entre guillemets, c'est-à-dire comme ce que je vais faire par exemple ici sur le dollar yen, où j'ai pas besoin d'échanger du dollar contre du yen pour mon entreprise. C'est de la pure spéculation. Ce qu'ils appellent les commerciaux, c'est les mecs, par exemple, qui ont une société de transport aérien, ils vont avoir besoin d'acheter beaucoup de pétrole. Voilà, un exemple. Et donc eux, c'est pas là-dessus qu'ils font leur business. C'est important pour eux de maîtriser les coûts, etc. Mais c'est pas les mêmes attentes, ils vont pas chercher la même chose sur le marché que des spéculateurs. Direction boule, donc direction achat donné par le COT, 84% d'acheteurs chez les gros spéculateurs, avec de moins en moins de contrats vendeurs. On indiquait une hausse spectaculaire du pétrole, disait BB. Je trade le futur CFD DAX et le contrat à échéance 1 mois, très bien Burial. Enfin, le CFD qui réplique le futur et pas l'index. Ok. Le milieu de la fourchette à 150 $, c'est la guerre si le pétrole à 150. Ou la fin du pétrole, bébé. Il cherche à se couvrir. Fin de réserve, ok. Merci pour ce partage. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient ce jour dans les différentes salles de marché, ou à droite à gauche en tout cas? Bien sûr, dans les médias, ça réagit beaucoup aux élections européennes, mais sur les marchés, ça réagit pas tant que ça, même pas du tout. Le VIX au plus bas, le S&P au plus haut. On écoute ce point réalisé par Trading TV. Je vous Bonjour et bienvenue. Nous sommes le mercredi 28 mai 2014. Les inscriptions au chômage en Allemagne ont nettement déçu les opérateurs. En avril, elles progressent de 24 000 demandes contre une baisse de 14 000 attendues. L'indice de la peur VIX évolue au plus bas de l'année. Cela indique qu'il n'y a aucune pression sur les marchés, et ce, tant que cet indice ne repassera pas la zone des 15. C'est ensuite le franchissement des 21,50 qui matérialiserait le retour d'un sentiment de peur sur les marchés. Dans cette logique, l'indice SP500 inscrit un nouveau record historique au-dessus des 1900 points. Cette résistance avait joué son rôle depuis plusieurs semaines et sa rupture pourrait provoquer une accélération haussière vers la prochaine zone des 1950 points. Sous 1850 points, les perspectives haussières à moyen terme commenceraient à être remises en question. Bonne journée et à bientôt. Voilà, donc c'était le point réalisé par Trading TV et les vendeurs qui essaient de reprendre en main le marché sur le dollar yen, tant mieux, et je leur souhaite de prendre en main fermement ce marché. Ce serait bon pour mes prises de position. 16h46, donc moi je traderai jusqu'à 17h30, il reste encore un moment. Alors là, si je devais, si par exemple là ça devait être la fin de la journée, et que je vais prendre, qu'est-ce que je ferais actuellement? Je fais en vrai deux positions, donc ma position prise aujourd'hui et la position que j'avais prise le plus haut l'autre fois. Je laisserai un lot courir, le lot qui a été ouvert le plus bas. Comme ça demain, quand je suis pas devant mon écran, en l'occurrence j'aurai un lot sur le dollar yen, ça fait un levier même pas de 1, je dois être à 0,8, quelque chose comme ça. Donc pour vraiment laisser courir sans pression, ça se passe bien tant mieux, ça se passe mal tant pis, et il n'y aura pas de problème majeur. Et si ça se passe mal, ça va dépendre de l'ampleur qu'a le mouvement. Mais en l'occurrence, si ça se passe vraiment trop mal, eh bien, je prends ma perte et éventuellement je m'inverse. Puisque si ça se passe trop mal, c'est vrai que les acheteurs sont revenus très forts, donc ça devient la force dominante, donc je les suis. Éventuellement, je peux plus m'exposer en les suivant de manière à rattraper plus vite la perte que j'ai faite.
tout en restant raisonnable. Avec un levier 5 maximum, j'ai pas beaucoup d'autres choix que d'être raisonnable, mais voilà. Soit ça se passe bien, bah, je prends mon bénéfice une fois que le mouvement ralentit, soit c'est mitigé, ça se passe mal, mais il n'y a pas de gros mouvement inverse, et je peux reprendre position plus haut, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et donc voilà, ça me va assez bien, ce type d'approche, ce type de marché. Alors, sur le chat écrit, qu'est-ce qui se disait? On avait Forextreme qui disait: Fab, je ne retrouve pas le lien vers ton compte qui avait fait 26 000 euros, je crois. Je vais te le mettre, Forextreme. Normalement, si tu vas dans vidéo bourse, tiens, le site est long à charger, c'est très bizarre. Normalement, je paye assez cher d'abonnement pour qu'il n'y ait jamais de ralentissement. Bon, ça va encore. Mais... Donc ensuite, tu vas dans stratégie de trading. Et il y a un souci ou quoi? Si tu vas sur test, donc stratégie de trading, tu vas avoir l'ensemble de mes comptes qui va s'afficher. Voilà. Et ensuite, tu vas sur... bah là, donc ensuite, tu as compte manuel clôturé, vidé ou inactif. Et c'est le compte FX Pro. Donc il s'agit de mon compte FX Pro. Contrel FX Pro, donc c'était celui-là. Alors qu'il y a... Voilà. Ah ouais, putain, putain. Désolé, mais ce système a été effacé par son créateur. En fait, sur MyFXBook, j'avais beaucoup de comptes ouverts. Et du coup, là, t'as toujours le suivi, mais ça veut rien dire. En plus, c'était pas cohérent ce qui était indiqué et précisé dans le suivi uniquement du graphique et du widget affiché ici. Il fallait regarder le détail et l'historique, c'était sur ça qui était intéressant. En fait, il est plus affiché. Mais ce compte doit toujours exister, il faudrait que je le relie à MyFXBook. Mais c'était sur mon compte FX Pro que j'avais eu ça. Donc là, je vais plus l'avoir à proposer. Parce que j'avais supprimé le MyFXBook en faisant le ménage, j'avais supprimé plein de comptes anciens qui servaient plus. Mais c'était ici que tu pouvais le trouver. Je vais essayer de le remettre en place et je laisserai le lien. Tu auras accès à mon historique, à ce que j'avais fait à l'époque, etc. C'est un compte donc vraiment. Ça s'était mal terminé, mais c'était une expérience vraiment sympa. Donc voilà. Oui, voilà, t'as plein de liens qui ne marchent plus. Ouais, et pour tout te dire, en fait, pour être tout à fait honnête, c'était au moment où Alors, je voulais devenir fournisseur de signaux pour MyFXBook, mais également pour Currency. D'ailleurs, en Currency, mon compte est toujours à l'étude. Et en fait, on va dire pour améliorer mon image, j'ai supprimé pas mal de comptes les plus mauvais, parce que je dois avoir une trentaine de comptes au total. Et il y en avait beaucoup que j'avais vidés, mais qui je pensais pouvaient amoindrir mon image en fait, alors que je pensais que c'était pas bon pour moi et que ça reflétait pas le projet que je faisais en ce moment, etc. Donc c'était un peu dans cette optique que je les avais supprimés. Mais comme ils étaient restés les widgets, je pensais que c'était simplement supprimé de mon profil MyFXBook, mais ça allait rester. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je ne toucherai pas sur TestTrade, donc vous aurez toujours tous les comptes sur lesquels j'ai tradé sur la page de TestTrade sur Vidéo Bourse. S'il y a des comptes précis qui vous intéressent, je remettrai les historiques sur MyFXBook pour que vous puissiez y avoir accès. Voilà. Alors, sur le chat écrit, qu'est-ce qui se disait? Gaz de shit, c'est bullshit, disait Phil. En plus c'est rare et c'est cher. Énergie renouvelable, c'est que dalle par rapport aux besoins. On verra, mais tu donnes un graphe qui donne envie de rentrer long à analyser, disait bébé.
La tendance est haussière, oui, c'est sûr. Fort extrême, donc ils avaient rejoint. Burel qui disait, oui, voilà, c'est ça qui est cool avec le DAX. J'ai fait 15 points en moins de 5 minutes. Fab, je ne retrouve pas le lien vers ton compte qui a fait 26 000 euros, je crois, c'est Fort extrême, effectivement. Ouais, voilà, t'as plein de liens qui marchent plus, effectivement. Phil qui laissait un lien. Toujours par rapport à la Normandie. Phil qui est à la recherche de biens immobiliers. Putain, c'est vrai qu'elle est belle cette baraque. Maison à Colombage. Je connais pas. Effectivement, c'est sympa l'image qu'on a là. Et ça coûte combien une maison de région L'Aigle, maison à Colombage, séjour avec cheminée, cuisine de chambre, grenier isolé, abri, jardin, terrain, 2800 m², arboré avec pièces d'eau, surface habitable 80 m², surface terrain 2800, nombre de chambres 2. Bon, c'est pas une grosse maison, mais elle coûte que, entre guillemets, 138 500 euros. Ah ben là, c'est sûr que c'est pas très cher, c'est quand même une belle maison. Qui ont des belles occasions, il y en a en campagne en France. Pour ceux qui recherchent, et à mon avis, des belles occasions à faire, mais ne serait-ce pour le cadre de vie, si vraiment on veut y vivre, etc. Et sinon, si on est dans une optique de retaper des vieilles maisons, etc., il y a vraiment de l'argent à faire. T'achètes, là c'est encore une maison qui est belle et qui est bien finie, etc. Mais une maison avec le même potentiel, mais vieille et délabrée, tu l'achètes pour vraiment une bouchée de pain, tu la refais à neuf, tu crées le coup de cœur et tu fais une belle plus-value. Donc, surtout jusqu'à maintenant, après je sais pas si ça dure encore, les plus-values sur les transactions immobilières pour les résidences principales, c'est pas du tout taxé. Voilà, dans une période de crise, c'est quand même pas le pire des métiers que de retaper une maison. Après, l'idéal c'est d'avoir dans sa famille des bricoleurs, ou sinon faire appel à des équipes pour faire les travaux. Et tu peux faire tout ça et faire de l'argent, hein, franchement, il n'y a pas de problème. Hein, ça on a vu. Qu'est-ce qui se passe, Phil? Tu as un appel de marge, tu vends ta maison, disait bébé. Faction qui disait, ça devait être la déprime après avoir pété le compte, disait Extrême. Ouais, bah à l'époque, je vidais beaucoup de comptes. On va dire de 2009 à 2012. J'ai vidé vraiment beaucoup de comptes. Sur le coup, c'était toujours la déprime. Quand je vidais un compte de plusieurs milliers d'euros, oui, c'était la déprime. Oui, c'est sûr, sur le coup, je me disais, putain, j'ai gâché tant de milliers d'euros, voilà ce que j'aurais pu faire avec, j'avance pas, etc. Après, c'était pas de l'argent dont j'avais besoin pour vivre, donc ça c'est important. Et maintenant, avec le recul, j'ai absolument aucun regret, quoi. C'est comme ça que j'ai tout appris sur les marchés. Euh, donc voilà, c'était utile de passer par là et c'est comme ça que j'ai appris. Mais sur le coup, oui, c'est sûr. Ce compte, j'ai commencé avec 6500 euros de ma poche. J'avais monté à 21 000. Par contre, tu as dit 26 000, c'était 21 000 hein, le maximum, pas 26 000. Et ensuite, j'avais entièrement vidé. Donc au final, la vraie perte que j'ai retenue, c'est 6500 euros de ma poche. Après, le reste, c'était ce que j'ai fait avec la spéculation, même si je l'avais vraiment entre les mains à un moment donné. Il aurait fallu que je concrétise en le retirant sur un compte bancaire. Mais donc oui, sur le coup, c'était toujours... j'étais dégoûté. Mais à chaque fois, je me disais, bon, bah voilà, je vais faire ça pour me relancer, et je vais repartir en piste, quoi. Donc je restais jamais déprimé bien longtemps. Dès que, au bout de quelques heures, ou au moins un jour ou deux, je partais sur un nouveau projet, et je remettais les choses en place. Donc voilà. Puis quand t'es jeune, c'était fait pour ça, quoi. Pour entreprendre, te casser la gueule, entreprendre, te casser la gueule, et au fur et à mesure apprendre jusqu'à monter un beau projet. C'est exactement... je pense que c'est ce que je suis un peu en train d'arriver à faire. Donc avec le recul, aucun regret. Mais sur le coup, ouais, j'étais dégoûté parfois. Est-ce le moment d'emprunter? À l'hôtel Taux, faut-il emprunter? Est-ce le moment? Doit-on s'endetter en période de déflation? On en revient donc à la question, s'endetter, pourquoi faire? N'oubliez pas de renégocier tous vos crédits. Alors pourquoi s'endetter? À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Et donc, quelle était sa conclusion, Phil? Là, je vais pas avoir le temps de lire tout l'article, mais est-ce qu'il pense qu'il faut s'endetter ou pas? Charles Sana, justement responsable du contrarien. Personne n'est positionné sur l'or, demande ainsi soit-il.
Non, pour ma part, pas de position sur l'or. Burke qui disait, non, moi j'attends que l'or se recale sur une plage de prix. Là, il est trop directionnel. Un qui disait, j'ai repris short, deuxième tentative, première touchée en break-even. Ça devrait le faire normalement, vu la descente d'hier. Ok, Burial. Film qui laisse un lien. Un autre lien toujours vers de l'immobilier. C'est un autre type d'investissement, mais c'en est quand même. Regarde ça, 139 000 €, une maison. Toujours en Normandie. Cette fois, une maison de 115 mètres carrés, c'est plus grand. 3323 mètres de terrain. Putain, 139 000. Pas cher du tout. Enfin, entre guillemets. Ouais, l'intérieur est cool. Hein. Petite véranda. Garage, en dehors de la maison. Eh oui. Non, non, il y a des bons trucs à faire. Les taux sont presque nuls. Alors, une résidence... Alors, pour une résidence principale, oui, mais pas n'importe où. Alors, on continue à prendre de l'info. Voir ce qui se déroute à gauche, 16h58. On a vu que le VIX était très bas. Même si là, les marchés actions reculent un peu. D'ailleurs, on a une baisse sur le CAC 40, tant mieux. Ça me fait un peu de bien par rapport à mes prises de position, même si peut-être que derrière, on va continuer à monter. Très légèrement positif hein, sur l'ensemble des positions ouvertes, justement sur le compte mutualisé, ça c'est intéressant. Je suis en train de chercher du contenu, hein. Je regarde ce qui a été publié aujourd'hui. À la recherche d'une tendance, on écoute le point de vue de mon financier à propos des marchés. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Wall Street a beau enchaîner record sur record en Europe, toujours pas de direction claire à la mi-séance. Les marchés oscillent autour de l'équilibre, alternant entre hausse et baisse symbolique, et ce malgré une confiance dans l'économie de la zone euro qui s'est légèrement améliorée au mois de mai. Le CAC lui grappille 0,09%, on est autour des 4533 points, alors on est quand même pas très loin des records annuels. Idem pour Francfort qui grappille 0,06% malgré l'annonce d'une forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi au mois de mai, une surprise pour le marché. L'Eurostoxx de son côté cède symboliquement 0,06% alors que Londres reste parfaitement stable. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, à noter que le secteur des équipementiers automobiles est très bien orienté avec par exemple Michelin qui s'empare de la tête du CAC ou encore Valeo ou Plastic Omnium qui se distinguent sur le SBF 120. Les valeurs liées à la consommation en revanche se distinguent dans le bas du palmarès, plombé bien par un deuxième recul de la consommation des ménages français, moins 0,3% au mois d'avril, alors que le marché tablait à l'inverse sur un rebond. Et puis à noter que le secteur financier lui reste plutôt bien orienté avec notamment Crédit Agricole et AXA, mais c'est Alstom qui signe l'une des meilleures performances. Le titre est recherché alors que le PDG de General Electric a été reçu aujourd'hui à l'Elysée et il s'est notamment engagé à embaucher 1000 personnes supplémentaires en France, donc un engagement sur l'emploi pour convaincre des synergies possibles, donc d'une fusion entre Alstom et General Electric. Et puis sur le SBF 120, Soitec reste en tête alors que les bonnes nouvelles donc se sont enchaînées ces dernières semaines pour le groupe avec
Eh bien, d'une part, l'adoption de cette technologie à puce par STMicro et Samsung, et puis également un partenariat prometteur en Chine qui a été annoncé la veille. Et puis à l'inverse, Lanterne Rouge, Neopost qui confirme ses prévisions annuelles malgré un repli de 2,6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Sur le marché d'échange, relativement peu de mouvements. L'euro reste assez faible face au dollar. On est autour des 1,3620. Il cède 0,17% également par rapport au yen à 138,77 yens. Et puis à noter que le billet vert recule lui aussi de 0,08% face à la devise japonaise autour des 101,88 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reste à peu près stable à 1264 $ l'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous. Très bonne journée. Ok, c'était le point réalisé par Allo Finance. On a du mouvement du côté des autres paires, non ça bouge pas beaucoup, le cap toujours sous pression vendeuse quand même. Marche action qui remonte un peu là. On va voir ce que ça donne cette fin de journée. Olivier Delamarche sur Sika Online s'exprimer, on écoute son point de vue. Quand on vous dit le taux de chômage est passé à 6 et qu'on vous dit il y a 49 millions d'Américains, ce qui ne fait pas 6% chez moi, il y a 49 millions d'Américains qui ne peuvent pas se payer à manger, il y a juste quelque chose qui ne va pas. Donc sachons qu'en gros, vous êtes plutôt sur des niveaux de 17-18% de réel taux. Alors, on ne va pas l'appeler taux de chômage parce que ça choque les gens, mais de gens qui ne travaillent pas aux États-Unis. Point. C'était un court extrait. Alors, on avait Nicolas Dos, ça peut m'intéresser directement. Jean-Marc Daniel s'exprimait à propos de l'indépendance de la Banque de France. Ensuite, on va écouter le match des traders. BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. L'indépendance de la Banque de France. Hey. Vous croyez que ce serait une arme à votre disposition, hein? Ceux qui plaident pour cela, l'histoire nous dit le contraire, Jean-Marc Daniel. Oui, on a une vision comme quoi Maastricht, tout ça, ce serait des contraintes que l'indépendance est une idée allemande qui nous est arrivée dessus brutalement, mais c'est une idée ancienne qui est assez consubstantielle au fonctionnement des banques centrales. Et au 19e siècle, d'abord la Banque de France était une institution privée, donc elle était gérée par des gens qui n'étaient pas sous l'autorité immédiate de l'État. Et ensuite, elle avait passé une convention avec l'État qui définissait les règles du jeu. Et donc les règles du jeu, c'est qu'elle refinançait l'économie, mais elle ne finançait pas en direct l'économie, comme maintenant. Et sur la dette publique, elle ne finançait pas la dette publique, simplement elle assurait la trésorerie de l'État. Elle finançait ce qu'on appelait la dette flottante, c'est-à-dire comme les rentrées fiscales n'étaient pas forcément exactement coordonnées avec les... Le BFR de l'État. Voilà, exactement. Parlons en langage d'entreprise. Voilà. Et besoin en fonds de roulement. Donc elle finançait cette situation de l'État. Et en 1870, l'État est dans une situation où il veut avoir besoin de crédit, puisque 1870 on est en guerre. L'événement
l'événement que je vais raconter se passe en décembre 1870. Ça fait 6 mois qu'on est en guerre et ça se passe vraiment très mal. La France va de revers en revers. Paris est assiégé. Le quart nord-est de la France est occupé par l'armée prussienne. Et Napoléon III a été obligé d'abdiquer. La République vient de s'installer. Le personnage clé de la République, c'est Léon Gambetta. Et Gambetta veut absolument poursuivre le combat. Il a reconstitué une armée. Il a besoin de fonds pour acheter des munitions et des fusils pour relancer au printemps une nouvelle offensive. Et il a du mal à réunir les fonds, donc il convoque, il est à Tours, puisque Paris est assiégé. Il convoque le sous-gouverneur de la Banque de France, parce que le gouverneur est resté à Paris par solidarité avec la population. Ce sous-gouverneur s'appelle Jules Ernest de Normandie. Et il lui dit, voilà, j'espère que la Banque de France fera son devoir, j'ai besoin d'une ligne de crédit, je compte sur vous. Et de Normandie lui dit, oui, je vais faire mon devoir, c'est non. Alors, Gambetta explose littéralement en disant, vous n'êtes pas un patriote, vous êtes totalement irresponsable. Et de Normandie... Parce qu'on va dire, mais oui, il a raison. De Normandie, il dit, écoutez, je suis un vrai patriote, je suis prêt à mourir pour la patrie. Eh bien, fait Gambetta, si vous êtes prêt à mourir, je vais vous faire fusiller. Et à ce moment-là, de Normandie se lève et il dit, vous direz à ma veuve que je suis mort dignement. Alors évidemment, Gambetta ne va pas le faire fusiller, sauf que la Banque centrale, la Banque de France, ne financera pas l'achat de munitions. Elle dit, de Normandie, dit à Gambetta, vous allez sur les marchés, vous placez votre dette, si vous trouvez des banquiers pour financer votre aventure militaire, il n'y a aucun problème, mais moi, il n'est pas question, ce n'est pas dans mes statuts. Jean-Marc Daniel avec nous tous les matins. Ça, c'était le point réalisé par Jean-Marc Daniel, je crois. Le match des traders ce matin, c'était Jean-Luc Hussac qui était... BFM Business, intégral placement. Le match des traders. Ouais, ils sont là, nos deux traders, pour vous aider à naviguer dans cette séance plutôt calme pour l'instant. Jean-Louis Cussac, bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. On vous retrouve chez Perceval Finance et avec vous aujourd'hui Andrea Toueni. Bonjour Andrea. Bonjour à tous. Chez Saxo Bank, Andrea Toueni. Début de séance calme, en légère baisse, un petit peu comme hier, et ça nous a pas empêché hier de clôturer encore en hausse. Est-ce qu'à votre avis, le même scénario pourrait se répéter aujourd'hui ? On a un début de séance un peu plus calme, mais il n'y a vraiment rien d'inquiétant. Il faut se replacer un peu dans le contexte de progression qu'on a depuis le début de la semaine. On a un marché qui est porté, on va dire, par un courant optimiste, qui se laisse plutôt porter même s'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de substance derrière les progressions auxquelles on assiste depuis le début de la semaine. On a quand même des élections européennes qui ont été bien digérées par les investisseurs et qui laissent place de nouveau à des attentes très fortes autour de la Banque Centrale Européenne. On en parle déjà depuis plusieurs semaines. Et surtout, on a surtout eu hier aussi des données macroéconomiques assez encourageantes du côté des États-Unis. On pense notamment aux commandes de biens durables qui ont été plutôt positives. Et puis aussi la confiance des consommateurs qui revient, on va dire, sur ses plus hauts de 2008. Donc techniquement, on a un indice CAC 40 qui a renoué, qui est plutôt inscrit des nouveaux plus hauts au-dessus des 4535 points. On va dire que d'un point de vue technique, si on reste au-dessus de cette zone 4495, 4500 points, on a un biais haussier qui pourrait se maintenir. Encore une fois, il est assez artificiel. On sait qu'on est dans des volumes qui sont très faibles. Mais jusqu'où ce biais haussier pourrait-il nous amener, Andrea ? Au-dessus de 495, 4500, on pourrait viser un 4560 dans un premier temps. C'est le premier niveau qu'on va surveiller si, encore une fois, on a cette ascension qui se poursuit sur l'indice CAC 40. En dessous de 4495, 4500, on aura une approche un petit peu plus prudente et une approche d'autant plus prudente si on venait à casser les 4450 points et surtout 4416, 4420. Mais vous avez vu quand même les volumes d'échange extrêmement faibles, et notamment depuis le début de la semaine, et malgré le retour hier des investisseurs anglo-saxons, ces volumes extrêmement faibles, est-ce qu'ils ne sont pas le signe que le marché est quand même suracheté aujourd'hui ? On a des volumes extrêmement faibles, oui, c'est vrai que les investisseurs américains hier n'ont pas rajouté, on va dire, une impulsion sur ces volumes, mais ça signifie aussi qu'on est dans une certaine forme d'attentisme. Il n'y a pas beaucoup d'idées d'investissement dans le marché et qu'on attend justement des nouveaux catalyseurs qui sont plus forts. Là, il y a une certaine, on va dire, un courant qui porte un petit peu le marché de manière assez artificielle, mais on n'a pas derrière des idées fortes qui permettent justement d'avoir une nouvelle stratégie. Donc,
C'est vrai que sur ces niveaux-là, on peut paraître suracheté ou en tout cas assez élevé, mais il y a surtout justement un certain attentisme en attendant les catalyseurs un peu plus forts et peut-être une confirmation d'une intervention de la BCE le 5 juin prochain. Oui, voilà, c'est le principal catalyseur, hein, le rendez-vous que tout le monde attend jeudi de la semaine prochaine, un possible passage à l'acte de la BCE. Jean-Louis, en attendant, le marché reste au plus haut, 4527 points en ce moment, marché en lévitation, on peut le dire ? Oui, on peut tout dire, y compris la réponse à votre première question. Oui, on peut faire la même chose qu'hier, pourquoi pas. Après, qu'est-ce qui fera qu'on va continuer d'acheter, nous, en tant que trader intraday, puisque là, on parle tous les jours ensemble, donc c'est pas évident, parce que on se pose des questions, on se dit, tiens, cette fois-ci, on va peut-être avoir un petit retracement, mais quand on regarde d'une manière objective, non, il n'y a pas d'indication de retracement. On a fait un tout petit repli ce matin, on a même tenté un achat en ce qui nous concerne vers 4501,50, exactement sur le même niveau qu'hier soir, pour peut-être aller chercher 13,5, donc la résistance 15-20 pour moi futur juin, donc juste en dessous. C'est en général comme ça que je me place pour au moins alléger une partie de ma position. Si je m'aperçois que le marché reste extrêmement lent comme il l'est actuellement, je vais peut-être même revendre avant. En effet, il y a beaucoup de lenteur dans ce marché. Les volumes sont, donc vous l'avez signalé, extrêmement faibles, tout simplement parce qu'il n'y a pas de flux d'investisseurs. Et donc les artifices sont toujours très très présents. Après, la spéculation, elle est modeste quand même, mais il y a une position ouverte de la part de la spéculation vendeuse à découvert. Donc de temps en temps, on a des stops qui se déclenchent. On l'a vu clairement sur le DAX, beaucoup plus puissamment d'ailleurs que sur le CAC. Et derrière, l'arbitrage vend évidemment le futur à ce moment-là, il rachète le cash. Il y a pas grand-chose à signaler de plus par rapport au jour précédent. Le marché n'en voit pas. Il y a quand même, Jean-Louis, des analystes qui disent que le marché est en train de s'endormir au volant. Il continue d'avancer, il continue de monter, mais il y a des micro-sommets comme ça, des volumes de plus en plus faibles. Attention aux platanes. Voilà. Est-ce que vous craignez en effet qu'on ait un réveil compliqué, peut-être au lendemain des annonces de la BCE la semaine prochaine, cette hausse qui se fait à vide quand même? Est-ce qu'elle n'est pas fragile et du coup est-ce qu'elle nous expose pas à une chute éventuellement importante, un contre-pied important? Est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà se couvrir? Est-ce que ce conseil-là, on ne peut pas l'apporter aux traders qui vous écoutent? Se couvrir face à une éventuelle rechute après une hausse quand même à vide qu'on est en train de vivre encore en ce moment? Alors, se couvrir, c'est facile, il suffit d'acheter des options, des puts notamment. Ou faire du put synthétique en achetant le call et en vendant le futur. Ça, c'est facile parce que les volatilités implicites sont très faibles actuellement. On est autour de 12 sur l'échéance juin. Après, tout ce que vous amenez comme image, tout ça c'est de l'émotion, c'est-à-dire que c'est justement ce qu'il faut éviter nous en tant que traders, parce que si on commence, évidemment, on va dire, allez, si on veut parler vulgairement, on a la pétoche d'acheter là, pourquoi pas? On se dit merde, j'achète à 4500, si ça retrace à 4470, pour autant le mouvement de fond il va pas être remis en cause, mais on va rester collé à 4005, combien de temps, un jour, 2 jours? Alors si on commence à se poser des questions comme ça, c'est sûr qu'on n'avance pas. Donc il faut essayer, lorsqu'on prend position sur des marchés, d'avoir les idées très claires, poser le plan. Le plan, c'est première remise en cause intraday sous 4440. Moi, tant qu'on casse pas ce niveau, je continue d'acheter systématiquement. Mais alors, je vais aussi acheter beaucoup plus systématiquement le matin que l'après-midi. L'après-midi, je vais jouer davantage des signaux techniques. Sauf si le marché ne recule pas du tout, c'est-à-dire qu'il arrive à se maintenir au-dessus de 4495, 4500 futur juin. Tant qu'il est au-dessus de 90 figure juin, tant qu'il est sur ou au-dessus de ça, il n'y a aucune raison de penser qu'il va baisser. Si on s'en tient à toutes les données qu'on a techniques, il n'y a aucune raison de penser qu'il va baisser à court, moyen terme. Avec des volats comme ça, personne ne craint rien. Mais bien sûr qu'à tout moment peut surgir quelque chose. Mais si on commence à parier là-dessus, on fait jamais rien. Et le but du jeu, c'est quand même d'avancer, de gagner de l'argent, de faire des opérations. Donc, il faut se déconnecter de l'émotion. Oui. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à travailler. Mais pour l'instant, la question, c'est pas de savoir ce qui pourrait déclencher la baisse, c'est de savoir si la baisse, si elle a lieu, s'il y a un déclencheur, si elle ne sera pas plus forte maintenant, après cette hausse à vide qu'on est en train de connaître. Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison d'envisager une forte baisse dans une situation actuelle. Il n'y a rien. Je peux changer d'avis dans 3 jours s'il y a des signaux. Mais aujourd'hui, là, vous me posez la question, 0. Mais vous m'avez déjà posé la question précédemment, je vous avais dit 0. Plusieurs fois, les lundis matins, on est arrivé, l'émotion chez certains avait pris le dessus, ils étaient passés vendeurs. Il n'y avait pas de quoi. Vous avez vu qu'à chaque fois, le marché a rebondi. Ouais.
Et moi aussi, mon émotion me disait, oh là là, cette fois-ci, ça va peut-être y aller, ça va peut-être se retourner. Mais pas du tout. Il y a eu l'Ukraine, il y en a eu d'autres. Et j'essayais de rester très technique en me disant, non, pour l'instant, le message qu'envoie le marché, c'est toujours le même. Il remet pas en cause son mouvement de hausse. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de volume, il y a pas beaucoup de business, mais il faut le comprendre, ce marché. Il y a pas de flux d'investisseurs, il y a beaucoup de techniques. Et les considérations techniques, les logiques techniques sont bien supérieures aux logiques fondamentales. Voilà, le regard et les conseils de Jean-Louis Cussac. Un mot aussi des parités de change, l'euro-dollar. Andrea Twenny, l'euro, 1,3618 $, l'euro qui recule et qui se rapproche de ses plus bas de 3 mois aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie et jusqu'où cette baisse pourrait-elle aller d'après vous? C'est vrai qu'on a un recul de l'euro. Bon, après, on reste quand même assez calme sur la paire euro-dollar. Il n'y a pas non plus un mouvement qui est très violent. On évolue autour de la moyenne mobile à 200 jours, qui est autour d'un 36, 38 à peu près. Donc là, on est repassé un petit peu en dessous. Le prochain niveau duquel il faudrait s'affranchir pour avoir une baisse plus prononcée, c'est justement un 36,12 qui sont les plus bas entre vendredi et hier. À l'inverse, si on arrive à repasser au-dessus d'un 36, 70, 75, là on pourrait avoir en tout cas une approche un petit peu plus prudente et voir peut-être un léger retournement. Mais c'est vrai que pour le moment, on est un petit peu dans l'attente aussi de ce qui va se passer la semaine prochaine, avec un biais quand même plutôt baissier depuis qu'on est repassé en dessous, on va dire, de cette moyenne mobile à 200 jours, mais on s'en éloigne pas beaucoup. Merci Andrea, merci beaucoup Andrea Twenny depuis Saxo Bank. Jean-Louis Cussac, un grand merci aussi. Vous restez avec nous d'ailleurs Jean-Louis, puisque dans un instant on va évoquer la valeur du jour. Toujours vendeur sur le dollar yen, il se passe pas grand chose pour le moment. « 200 millions de chômeurs dans le monde », écoute le point réalisé par iTélé à ce sujet. Mais vers Transition s'adapte au coucher du soleil, à la lumière du matin et à celle de l'après-midi. Les verres Transition adaptent leur teinte aux variations de lumière pour une vision optimale. Demandez votre certificat d'authenticité. Les verres Transition sont des dispositifs médicaux. À quelques heures de la publication des chiffres du chômage, prenons un peu de recul pour voir où se situe le chômage au niveau mondial. D'après les tout derniers chiffres publiés dans une grande étude, l'an dernier, la planète a vu son nombre de chômeurs augmenter de 4 millions. Si l'on regarde maintenant, depuis le début de la crise en 2008, il y a eu 30 millions de chômeurs supplémentaires. Au total, au moment où nous parlons, on estime qu'il existe environ 200 millions de personnes sur Terre qui sont sans emploi. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la population du Brésil. Ça nous donne un taux moyen de chômage de 6% dans le monde. En France, on est pratiquement à 11%. Mais le chômage dans le monde ne devrait pas s'arrêter là. D'après les prévisions, cette année, il devrait continuer à augmenter, mais moins rapidement, avec 3,3 millions de chômeurs supplémentaires. Et la plus forte hausse sera située en Europe. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne se crée plus d'emplois sur la planète, bien au contraire. Et d'ailleurs, cette étude nous fournit même la carte des créations d'emplois dans le monde sur les 5 prochaines années. Plus le pays est clair, plus il va créer des emplois. Et vous le voyez, le constat est frappant, c'est dans les pays en développement qu'il se créera le plus d'emplois. Résultat, les experts prédisent pour les futures décennies un renversement des flux migratoires, alors que jusqu'ici, on était plutôt habitué à voir les populations migrer des pays du Sud vers ceux du Nord. Eh bien, à l'avenir, cela devrait s'inverser. Ceux du Nord iront davantage dans les pays en développement pour trouver du travail.
Ok. Toujours de la vente sur mes différents produits là. Sur dollar yen, sur la paire de devises dollar yen. Je cherche du contenu, hein, toujours intéressant. Ouais, pas grand chose. Si, il y a Pierre Jovanovic. Ouais, sinon, bon, j'allais du côté de Lucas Copy, voir un peu ce qui se publiait. 17h24, il nous reste 6 minutes de trading à passer ensemble. On va voir ce que donne la fermeture en Europe d'ici 5 minutes et le fixing d'ici 10 minutes. Il y avait la Barclays qui a reçu une amende. On est L'autorité de conduite financière a tiré un coup d'avertissement à l'industrie bancaire aujourd'hui, ayant sanctionné Barclays pour des manquements en matière de la fixation du prix de l'or sur le marché de Londres. La banque devra payer plus de 26 millions de livres sterling, environ 44 millions de dollars, après que l'un de ses anciens traders, Daniel Plunkett, a profité de l'un des clients de Barclays dans le style du loup de Wall Street. En 2012, Plunkett a exploité une faiblesse dans le système de contrôle de la banque qui lui a permis d'influencer la fixation du prix de l'or de la journée et de faire un joli profit. La FCA a non seulement infligé une amende de 95 000 livres sterling à Plunkett et lui a interdit d'exercer toute activité réglementée à l'avenir, mais aussi a puni Barclays. Cela doit agir comme un avertissement pour d'autres banques qui préfèrent adopter une approche de laisser-faire en matière de la surveillance des actions de ces traders. Le directeur de l'application et de la criminalité financière au sein de la FCA a dit « Les traders qui pourraient être tentés d'exploiter leurs clients pour faire de l'argent rapidement ne doivent avoir aucun doute que le coût d'une telle conduite sera votre réputation et votre gagne-pain. L'incapacité de Barclays à identifier et à gérer les risques dans son activité a été extrêmement décevante. À l'époque, Barclays n'était pas obligé de rembourser le client car Plunkett avait placé certains ordres avec l'intention d'augmenter la probabilité que le prix de l'or serait fixé en dessous de la barrière. Quand il a chuté au-dessous, Barclays croyait qu'il avait une raison valable de ne pas payer 3,9 millions de dollars aux clients. Anthony Jenkins, le directeur général de Barclays, a déclaré « Barclays a entrepris un important travail pour améliorer nos systèmes de contrôle et s'est engagé à respecter les normes les plus élevées dans toutes nos opérations. » Barclays et Plunkett ont convenu de régler à un stade précoce et donc ont reçu une réduction de 30% du montant de l'amende. Il y a toujours une solution, n'est-ce pas? C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Nous allons revenir lundi, donc rejoignez-nous. Mais pour le moment, bon week-end, au revoir.
C'était le point réalisé par Dukascopy. Qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant? Ouais. Ouais, après il y avait le rand sud-africain. Écoutez, ce point sur le rand sud-africain, c'est important de s'intéresser aussi à d'autres produits. Le Congrès national africain s'est retrouvé au pouvoir de nouveau après avoir remporté les élections, mais il ne s'agit plus d'une victoire si brillante qu'il y a 20 ans. Le président sud-africain Jacob Zuma a dit qu'il travaillerait encore plus sur la réduction de la pauvreté et du chômage, mais le pays s'attend à affronter beaucoup de difficultés. Je suis Sophia Eribou, vous êtes sur Dukascopy TV. Avec moi sur la ligne pour discuter l'avenir de l'économie sud-africaine est Arthur Camp de Sanlam Investment Manager. Le rand ne fait pas preuve d'une bonne performance en ce moment. Pourquoi la devise est-elle si instable et le Congrès peut-il intervenir pour rétablir la confiance sur le marché ? L'année dernière, le rand s'est sérieusement affaibli, mais depuis lors, son taux a de nouveau augmenté, bien qu'il soit toujours sous-évalué. La situation de l'année dernière est entièrement conforme à la tendance dans tous les marchés émergents, où il y avait un énorme déficit commercial, le déficit budgétaire et celui du compte courant. En outre, la dette souveraine du pays a été réduite. Dans le contexte où la Fed a commencé à normaliser sa politique monétaire, il y a eu des ventes massives des devises des marchés émergents et le rand est tombé victime de la sous-estimation importante, mais depuis lors, son taux a augmenté, bien qu'il reste encore sous-évalué. En tout état de cause, il existe certains risques, comme par exemple la réduction de la cote de la dette souveraine si la trésorerie de l'État n'est pas en mesure de maintenir l'équilibre et de réduire le déficit budgétaire. Les exportations des matières premières représentent près de 60% des bénéfices et le déficit commercial reste à 6%. Le secteur minier constitue moins de 10% de l'ensemble de l'économie africaine. Néanmoins, l'attention du marché s'est concentrée sur la grève de mineurs qui a duré 4 mois. Comment est-ce que cela affecte l'économie ? Oui, il est vrai que l'exploitation minière apporte seulement une petite fraction du PIB total, mais la baisse de la production était trop forte au premier trimestre. Le platine fait un quart de la production totale et au premier trimestre de cette année, sa part a chuté jusqu'à 20%. Le secteur minier s'est ralenti d'environ 25%, ce qui aboutira à la réduction du PIB de 1,2%. Compte tenu de la production industrielle à grande échelle qui utilise à peu près 6% de la main-d'œuvre et le rythme actuel de son déclin, le taux de chômage ne baisse pas. En outre, ce secteur représente environ 20% de placement de la population. Ainsi, le recul de l'exploitation minière se fait ressentir sur la balance commerciale et la balance courante du pays. Maintenant, les mines sont en train de réduire les stocks de production. Par conséquent, plus la grève des employés de ce secteur est durable, plus il y a d'impact négatif sur la balance des paiements courants. Et bien sûr, cela a été au centre de l'attention dans le monde entier, car les marchés font toujours attention au déficit commercial. La République sud-africaine a toutes les chances de réduire ce déficit. Le gouvernement envisage de mettre en œuvre un plan de développement du pays qui vise à augmenter le taux de croissance de 5,4% par an. Pour l'instant, le FMI a rabaissé ses prévisions concernant le PIB de l'Afrique du Sud de 2,8% jusqu'à 2,3%. Selon le projet en question, le chômage devrait reculer de plus de 10% d'ici 2020. Que pourrez-vous dire à propos de ces objectifs ambitieux ? Je ne pense pas que dans un proche avenir, l'économie se redresse. Il n'y a aucune raison de s'attendre à 5 ou 6%. Les facteurs tels que l'inefficacité du marché du travail et celle du marché des biens en sont en cause. La croissance de la productivité est relativement lente. L'amélioration de la conjoncture s'explique par la consommation, y compris les dépenses du gouvernement, qui constituent 0,25% du PIB total. Les coûts augmentent plus vite que les bénéfices, ce qui témoigne généralement d'une conjoncture assez instable. Le rendement investissationnel est relativement faible dans le pays. Le rendement des investissements privés l'est aussi. Il est peu probable qu'il puisse créer autant d'emplois que le taux de chômage puisse chuter avant 2020. Bien évidemment, il faut se concentrer sur l'augmentation de la productivité qui est une composante importante de l'infrastructure. Mais il est également important d'accorder de l'attention à l'éducation et à l'acquisition des compétences nécessaires. On ne pourra pas y arriver sans augmenter la productivité.
Sinon, l'économie ne se développera pas et l'inflation ne pourra pas baisser. Arthur, merci pour votre participation dans notre émission aujourd'hui. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus d'interviews exclusives. Ok, c'était le point réalisé par Dukascopy. Alors, 17h32, je vais prendre le bénéfice sur la position de vente du jour sur le dollar yen et je vais fermer ma seconde position. Ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un lot à la vente sur le dollar yen et ça me va très bien comme ça. C'est une position en perte de 16,6 lots, ça me permet d'être faiblement exposé et d'avoir vraiment les mains libres, pas autant que si j'étais vraiment en dehors du marché, mais voilà, là peu importe que ça monte ou que ça baisse, même si ça monte très fortement, même si on prend 50, 60 pips, ce ne sera pas la fin du monde, même si on prend 100 pips, ce ne sera pas la fin du monde. J'aurai de quoi réagir, j'ai vraiment beaucoup de levier, pas dans le sens effet de levier, j'ai beaucoup de, comment on pourrait dire, de possibilités, non, je trouve plus le mot que je veux dire. Putain, je trouve pas le mot que je veux dire. Beaucoup de possibilités, non, c'est pas ça. Beaucoup de... d'outils à ma disposition, non, c'est pas ça. Beaucoup de... opportunités, non. Non mais ça c'est levier, 2 secondes ça sonne. Ouais, oui, bon, en gros, bon, beaucoup de possibilités, beaucoup de leviers à ma disposition, beaucoup de... Bon, ça me saoule. Bref, je peux faire beaucoup de choses sur le marché, j'ai les mains libres, et j'ai beaucoup de possibilités. Ok. Si ça baisse, donc si, par exemple, demain, bon là, ce soir, je suis encore devant mon PC, mais je vais bosser, mais si je vois que ça baisse beaucoup, etc., ou si c'est demain que je m'en aperçois, je prendrai le bénéfice une fois que le mouvement de baisse se calmera. Si jamais ça monte, comme j'ai dit tout à l'heure, ça monte trop fortement, ben, au moment où je prends ma perte, éventuellement je me retourne, si le mouvement est très fort. Si ça monte doucement, j'ai l'occasion de reprendre plus haut. Du coup, ce jour, j'ai enregistré un très léger gain, 8,35 €, autant dire que c'est insignifiant du point de vue de mon capital. En tout cas, j'ai pas perdu d'argent. Et ben voilà, j'ai déjà fait un très bon mois de mai. Si je peux encore prendre quelques pourcentages, quelques dixièmes de pourcentage en cette fin de mois de mai, tant mieux. Et voilà, surtout respect de la gestion du risque. Les performances ensuite viennent quand le contexte du marché est propice à ma stratégie. Mais ça, c'est des facteurs qui ne dépendent pas de moi. Donc voilà, moi je me concentre surtout sur ce que je maîtrise, donc ouverture des prises de position cohérente, gestion du risque cohérente et en ligne avec ce qui est annoncé pour la gestion de ce compte mutualisé. Pour le moment je suis assez satisfait, donc pourvu que ça dure. Alors après on va aller faire un petit point sur l'évolution du compte justement, le bilan, même s'il n'a pas beaucoup bougé par rapport à tout à l'heure. On aura quelques informations supplémentaires. Alors sur le chat écrit, qu'est-ce qu'il se disait ? Ça on avait vu, et dans le magazine Traders, donc par rapport à Mathieu Serron, donc Phil qui me demandait si j'allais l'interviewer, pourquoi pas si je le croise à un événement, etc. Bon là en ce moment, voilà, le prochain événement ce sera le 13 juin, mais j'essaie de pas trop
bouger. Hier, j'ai regroupé en une seule journée beaucoup d'interviews et de vidéos. Voilà, après, j'essaie de garder un maximum de temps au bureau tranquille pour pouvoir bosser sur mon trading, avancer sur le site et faire vivre le site. J'ai déjà beaucoup de contenu, donc en ce moment, je suis pas trop chaud de bouger comme je faisais avant. Je bougeais plus. Des fois, j'allais juste pour rencontrer une personne, faire une interview, etc. Maintenant, moins. Après, ça reviendra peut-être, mais là, pour l'instant, je me concentre surtout sur mon travail sur le site, etc. Et j'essaie de concentrer le contenu, la réalisation du contenu sur des jours où je bosse beaucoup. Ça me plaît ce rythme. Voilà. Tu nous as mis de nouvelles vidéos, Fab, demanda soit-il. Bah, tu vas sur la chaîne YouTube. Là, en ce moment, j'ai publié beaucoup de vidéos, hein, franchement. Ces dernières semaines, c'était des dizaines de vidéos qui ont été publiées. Donc, ouais, j'en publie. L'année dernière, c'est du salon d'analyse technique qui avait lieu fin mars. Là, la dernière que j'ai mis, c'était l'analyse et le challenge des analystes, justement sur l'analyse technique entre Jean-Luc Hussac, Stéphane Soluteil, Tammy Kabadj et André Malpel. Précédemment, tu avais une conférence de Stéphane Soluteil. La soir, je vais mettre l'interview du gars de Doc Finance que j'avais rencontré lors des soirées Doc Finance. Si vous voulez assister aux prochaines, etc., vous aurez plus d'informations. Il faut que j'ajoute... ouais, j'ai encore pas mal de vidéos là. Je suis en train d'uploader les vidéos de vendredi, de la conférence FXM. Donc tout ça arrive petit à petit. Et oui, effectivement, toujours beaucoup de vidéos. Et là, sinon, hier, j'ai réalisé beaucoup de vidéos qui seront publiées prochainement. Donc au niveau du contenu, il y aura ce qu'il faut. Alors, sur le chat écrit toujours, Phil qui laissait un lien, Traders Mag, ok, c'était pas par Mathieu Serron. Burial qui trouvait que Jean-Luc Hussac donnait des bons seuils, que c'était un bon gars. Bon, on va aller taper les 1253, 1254 sur l'or. Un peu plus, j'aimerais bien Burial, j'ai mis Tech Profit à 1244. Je risque de couper avant et je vise un peu trop bas, on verra bien. On peut s'attendre à tout avec cet actif, c'est jamais comme on voudrait, lol. Tu l'invites quand, Serron Fab? Demandez Phil. On n'est pas loin d'une oblique, ça peut rejeter violemment. Je n'arrive pas à l'ouvrir ton lien Phil, c'est bien la première fois. C'est où qu'il achète ses options dans des fils? Il est dans le magazine Trader, oui Fab. On avait vu page 42, il a l'air de s'y connaître en poudre synthétique. Moi je préfère le coton, disait Phil, bourseseco.fr. Microsoft Corporation, Microsoft montre un service de traduction instantanée pour Skype. Ok. C'est hallucinant, c'est bien ça. On dirait de la science-fiction. Bientôt, tu pourras même parler à ton chien. Tu nous as mis, on avait vu. Suite du débat hier, Fab. T'as le débat en entier, hein, JMF Finance. Tu vas sur la chaîne YouTube, t'as tout. Et sinon, je l'ai mis sur le forum également. Salut Liva qui nous a rejoint. Comment ça va Liva? Comment se passe ton trading sur le CAC 40 en ce moment? Suite 2 sur 4. Non, normalement, t'as tout. JMF. Sur Vidéobourse, j'avais mis que la première pour qu'elle apparaisse en haut de la page. Mais sinon, t'as tout. Même si tu es sur le forum, tu les verras toutes. Et en bas de la vidéo 1 sur 4, t'as les liens vers les différentes autres parties. Voilà. Ok, j'ai vu les nouvelles, j'ai bien aimé, merci. Ok, tu devrais mettre ton lien YouTube directement sur la première page pour y accéder plus rapidement. Ouais, après c'est pas trop le business model du site, puisque mon idée c'est de ramener les gens vers Vidéobourse, parce que c'est là où sont présentées les publicités qui me permettent de gagner de l'argent. Donc pour le moment je privilégie voilà, d'amener les gens vers le site Vidéobourse pour consulter le contenu. Peut-être qu'à terme ça évoluera, mais pour l'instant c'est comme ça que c'est organisé. Alors au niveau du MyFXBook, voilà ce que ça donne au niveau du suivi du compte. Donc ce jour une toute petite journée, plus 0,01%, donc très faible progression, 3 pips de gain, 50% de trade gagnant, une position gagnante, une position perdante. Bon, c'est comme ça. Sur la semaine ça fait un profit de 0,21%, c'est pas dégueu, on verra ensuite ce que ça donne. Et une position en cours ouverte avec une perte de 0,14%.
Ok, depuis l'ouverture du compte, c'est donc 1,12% de gain qui a été réalisé. Alors moi, à titre indicatif, j'avais donné comme objectif, je me suis fixé comme objectif depuis l'ouverture de ce compte mutualisé 1% par mois. Pour le moment, j'y suis pas, puisque j'ai ouvert ce compte le 12 mars. Donc là, on est le 28 mai, donc on est à 2 mois et demi, donc je devrais être dans l'ordre de 2,5%. Donc je suis pas au niveau de mon objectif, mais bon, c'est pas non plus horrible, et surtout, on est sur une très bonne lancée sur le mois de mai. On verra si ça continue. Le drawdown maximal est de 4,86%, donc ça respecte ce que je me suis fixé. Le drawdown maximum autorisé est de 20% par rapport à mon compte. J'espère rester en dessous de 10%. Pour l'instant on est dedans, après ça fait pas longtemps que j'ai le compte, ça fait 2 mois et demi. C'est pas encore suffisant pour tirer des conclusions. Voilà, ceci dit, ce qui est intéressant, c'est d'avoir vu un mois d'avril difficile, qui a été, dont je suis vraiment content de la manière dont je l'ai géré. Avec des pertes acceptées au jour le jour et pas d'excès, pas de trucs bizarres. Après, je pense que vraiment ce qui est important, c'est de limiter son effet de levier, puisque ça empêche et ça enlève toute tentation d'augmenter la taille d'exposition pour rattraper plus vite des pertes éventuelles, qui est finalement un piège bien souvent. Voilà. Peut-être même lâcher un levier 5 maximum, à terme le réduire à 3, 4 maximum d'effet de levier, ça me semble pas incohérent. Ça, l'effet de levier, c'est vraiment décisif, hein, je pense. Hein. L'accès à l'effet de levier, voilà, peut-être qu'il y en a qui se maîtrisent mieux que d'autres, mais je sais que pour moi, psychologiquement, ça fait une grosse différence entre le fait de pouvoir faire, justement, prendre des positions plus grosses ou ne pas pouvoir. Parce que je sais qu'il ne faut pas le faire, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas tenté. Hein. Il y a plein de choses comme ça dans la vie, où on est faible de manière générale. Après, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à gérer telle ou telle chose. Donc limiter son levier du côté du courtier, ça m'a vachement aidé. Et également le fait que je puisse même pas demander plus, puisque vu que c'est un compte mutualisé, je peux pas dire à mon courtier augmente pas le levier. Alors que si c'était un compte personnel, je pourrais lui dire voilà, mets-moi un levier, là je m'étais mis en levier 5 pour me concentrer et gérer mon risque de manière drastique, mais là j'ai envie d'augmenter. Je lui demande, il va pas me dire non, puisque je suis le client est roi. Alors derrière le courtier, il fait ce que je lui demande. Là, j'en ai même pas la possibilité, c'est une bonne chose. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Comme quoi, une rigueur et des obligations. Donc, quelque part, une activité plus professionnalisée, parce que quand on est dans un milieu professionnel, on a des obligations et des contraintes, etc. Ça a du bon à terme. C'est pour ça que moi, je sais que si je gère plus d'argent, je serais vraiment intéressé pour me louer un bureau dans une salle de trading, une salle de marché mutualisée, là, un trading arcade. Ou autre d'ailleurs, ce sera une trading arcade, mais une salle de trading mutualisée. Voilà, professionnaliser son approche, ça a du bon. Après, il ne faut pas non plus trop se contraindre, parce que si j'ai choisi cette activité, à la base, c'est aussi pour la liberté, etc. Mais d'ores et déjà, voilà, les critères et les obligations que j'ai par rapport à ce compte, pour moi, ont été plutôt bénéfiques. Tant mieux. Alors, si on jette un coup d'œil au suivi du compte personnel que j'ai chez JFD Brokers depuis le mois de septembre, qui m'a d'ailleurs permis de montrer ce que j'étais capable de faire et de trouver un client à plus de 100 000 € et d'ouvrir un compte mutualisé. Voilà ce qu'il donne. Alors au début, je prenais plus d'effets de levier, donc voilà que le compte progressait plus rapidement. Là, on voit un certain tassement et ça augmente moins vite, mais ça augmente quand même, puisque actuellement le gain est à 23,38%, avec un drawdown maximal de 5,98%. L'équité la plus haute était à 1233,84, 1333,84 €, et c'est les cours auxquels je suis actuellement, donc c'est un compte qui progresse bien sur le long terme, tant mieux. Voilà. Je rappelle que les résultats de ces comptes, vous pouvez les suivre à tout moment en cliquant sur les liens mes résultats au-dessus du cas de diffusion, que ce soit MAM ou compte personnel. Voilà. Moi j'ai fini ma session de trading, je vais faire un dernier point sur ce qui est sur le chat écrit, autrement eh bien, je vous laisserai. Alors sur le chat écrit, ça on avait vu, Liva qui disait le CAC a trouvé un support pour un nouveau plus haut, ça m'énerve. T'es pas le seul Liva que ça énerve. Il corrige BB euro livre sterling. Je suis short sur le point pivot du jour sur le CAC. Il est plus près du support que la résistance, c'est moche. Je vois, je suis plus très loin de mon TP. 0,8127. Encore 6 pips, c'est bon. Oui, vu. Il peut le faire. C'est clair, Fab. C'est trop dur d'être tout seul parfois, disait BB. Ça cadre un cadre ne peut qu'améliorer les performances à mon avis, disait BB. Ouais, je pense vraiment.
des contraintes, etc. Ça peut être pas seul face à soi-même, et c'est important, je pense. Ok, bye tout le monde, je vais me mater, c'est dans l'air. Très bien, ainsi soit-il. Bonne soirée à tous, je vous souhaite de bons trades. Demain après-midi, je ne serai pas là, c'est férié en France. Je serai là vendredi à 14h pour une session de trading. Et restez connectés, des vidéos arrivent. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou à utiliser les divers services de notre site, donc videobourse.fr, qui est un site entièrement gratuit pour les utilisateurs. Des sections formation, le forum avec plus de 4600 membres inscrits. Voilà, la partie suivi des stratégies qui vous permet de suivre les résultats de mes comptes, des comptes passés, etc. Les outils comme le calendrier, comparateur de spread, etc. que je centralise puisque je récupère sur d'autres sites. Les vidéos, avec des dizaines de vidéos chaque jour, ajoutées, diffusées par différents auteurs sur YouTube, que je centralise et que j'organise. Vous retrouvez tout ça dans le menu du haut. Ciao!